de longues promenades dans le noir, où passent et reviennent, où je retrouve des lambeaux de ce que nous avons, elle et moi, connu, abandonné, mais aussi de ce que j'avais oublié pendant des années, bien avant de rencontrer Cécile, et qui, brusquement, comme si cette fragilité dans laquelle nous étions tombés et la disponibilité dangereuse dans laquelle moi j'étais, ne plus pouvoir aller à ma table, saisissait ces moments et ces fêlures pour réapparaître. Il y eut un temps où j'étais friand de retrouver, et dans ce que je retrouvais, d'y faire passer même des invraisemblances. Mais là, à cette période, à la fois période de l'année et période de notre vie, où je sentais très bien que nous jouions gros, je ne pouvais pas repousser ce qui remontait, mais j'aurais aimé pouvoir repousser. Alors je m'accrochais à des visages très connus. J'imaginais une discussion avec Griot qui n'en finissait pas. Moi, esquivant de lui répondre oui à ces questions, vous allez partir, ou avec Dupont qui me parlait de différents problèmes sans intérêt, ce qui était souvent son cas, allant lui chercher dans telle ou telle famille le problème qui brusquement avait éclaté et que tout le village avait retourné dans sa poêle, ou croisant aussi Jean-Marie qui m'arrêtait, et cette habitude étrange qu'il avait conservée et que je lui ai toujours connue et dont tout le village parlait, qui était de fixer les gens et d'incliner un peu la tête sur une épaule et de secouer doucement sa tête, sans cesser ce balancement, d'un air que certains trouvaient sans doute comme un air entendu. D'autres disaient il fait le malin. Marius Griot ne disait pas qu'il était un malin. Selon son humeur et le nombre de canons qu'il avait bu, il disait c'est un pauvre. Et aussi c'est un con. Mais il ne le détestait pas. Alors que contre Jean-Marie, l'ensemble du village avait les propos tout à fait blessants, qui sans doute accentuaient le hochement de la tête de Jean-Marie, qui même en allant porter son lait, sans doute en portant sa brouette aussi, mais allant porter son lait, le vidant à la fromagerie dans un grand entonnoir au fond duquel il y avait un filtre, et qui ensuite déversait le lait dans un seau gigantesque de 30 ou 40 litres. Pendant tout le temps que durait cette simple opération, que les autres avaient l'air de faire, chez certains, dans l'habitude la plus détachée, ce qui nous faisait redouter la propreté du lait. Nous avions cru que ceux qui balançaient le lait sans regarder comment il coulait étaient ceux qui auraient fait n'importe quoi d'autre. Et puis il y avait Dupont, qui lui versait son lait en le regardant. Il voyait la mousse, il aurait aimé l'aider avec ses mains pour qu'elle passe avec le lait, déjà se mélangeant, et il aurait sans doute aimé changer son filtre après et avant lui, garder le filtre comme la trace du passage de sa vie, de la traie qu'il faisait, car c'était lui qui trayait. Jean-Marie, bien des fois, je l'ai vu à la coulée, prenant ses deux seaux, s'approchant de la balance, car on pesait le lait, on inscrivait le poids du lait qui avait été livré. Il versait un seau, ça remplissait une partie de l'entonnoir. Il versait un deuxième seau, ça remplissait l'autre partie de l'entonnoir.
Et il regardait en hochant de la tête le fromager qui faisait courir sur les gradations le petit pois cranté. Et à un moment, il en était au gramme, tout s'équilibrait parfaitement. Jean-Marie continuait à hocher de la tête. À ce moment-là, on lui prenait le carnet des mains, on inscrivait le poids, on lui retendait le carnet, et le fromager introduisait son doigt dans un petit anneau, tirait dessus, le lait se précipitait dans le seau, et Jean-Marie hochait toujours la tête. Le suivant était déjà là, jetait son premier seau, son deuxième seau, quelquefois son troisième seau, et Jean-Marie n'arrivait pas à s'écarter de la fromagerie. Il se mettait à la porte, pas encore décidé à passer à l'extérieur. Les autres étaient là, qu'il faisait un peu la queue, et il aurait dû peut-être dire excusez-moi ou laisse-moi passer, mais quelque chose l'empêchait de prononcer simplement ces mots. Et c'était le suivant qui, lui, voulait sortir, qui, poussant Jean-Marie, le projetait un peu dehors. Je suis allé tellement de fois dans cette fromagerie que, à présent, j'étais convaincu que chaque fois que j'y retournerais, je regarderais chaque geste de chacun, sans me dire je dois fixer tout ça, mais je savais que tout allait s'imprégner et aussi mordre comme de l'acide sur une plaque qui n'était chez moi pas plus sensible que chez d'autres, mais parce que je n'allais plus à mon dessin, parce que je ne parvenais plus à lire ce que je lisais si peu de temps avant, parce qu'aucune note ne pouvait être prise, parce que seulement je pouvais regarder Cécile, regarder Stéphane, regarder la place aussi que de temps en temps Pompon prenait, qu'en venant de ses grandes randonnées, il se réfugiait dans un fauteuil en châtaignier, tout défoncé, qui était le fauteuil de Pompon, et où là il dormait pendant 2 heures, 3 heures, ronflant, comme un vieux qu'il s'apprêtait à devenir, tout doucement. Et brusquement, par la chute de neige, la première, mais par un étrange aussi sentiment que j'avais eu, c'était avant que nous prenions la décision de quitter le village, peu de temps avant, l'absence de Pompon, car il était aussi l'annonciateur de la chute de neige, la première neige. Quel que soit l'endroit où il puisse se trouver, et Pompon allait très loin, nous l'avions une fois rencontré la nuit, revenant de la gare où j'étais allé chercher Cécile. Le train devait rentrer vers 10 heures le soir. Il y avait une toute petite chute de neige, celle de la fin du mois d'octobre, qui ne tient pas, qui est celle qui prépare le terrain. Mais enfin, il y avait de la neige. Et Pompon n'avait pas la réputation d'être un chat aimant la neige. Il secouait ses pattes, il secouait son pelage, il essayait de rejoindre les granges autour de la maison où il pouvait chasser. Il n'aimait pas dormir à la maison. Mais il ne traînait pas dehors. Cette nuit-là, rentrant vers 10h30, 11h sur le plateau, tout à coup sur la neige, voyons courir une forme noire. Et Cécile l'a reconnu tout de suite, elle a dit « C'est Pompon !» Nous étions à 3 kilomètres du village. Nous étions au pied de la Bertinière, petit hameau de la Coue, situé un tout petit peu plus haut sur le plateau. Et le chat, car en m'approchant tout doucement avec la voiture, était bien Pompon, m'entendit l'appeler. Et j'arrêtai la voiture. Et Pompon vint.
tout doucement, en faisant son petit cri à lui, très particulier, qui n'était pas le miaou de Stéphane ou le miaou des autres chats. C'était un cri qui hachait le miaou. Il faisait un, on. Il faisait, comme s'il avait dit lui-même, pon, pon. Et effectivement, un, on répondait. Et il est venu jusqu'à la voiture. Et dans la voiture, il a sauté. Il a sauté sur les genoux de Cécile. Il sentait le foin. Il était donc dans une grange à la Bertinière. Et nous étions amusés à reconstituer les raisons, presque la pensée qui avait fait que Pompon, malgré la neige, étant monté peut-être à la Bertinière avant qu'elle ne tombe. Mais on ne l'avait pas vu pendant 3-4 jours. Pompon, prêtons-lui de s'être dit... Je vais me faire baiser à la Bertinière, ici personne ne me nourrira, si je descends au village, j'aurai toujours les deux autres. Et il avait donc décidé de se mettre en route. Mais la neige tombait, et Pompon devait à tout prix rejoindre le village. Et quand la neige tombe, qu'elle n'est pas encore très épaisse, les dangers s'accumulent, surtout la nuit. Et Pompon était... je pense, heureux de nous avoir retrouvés, parce que dans les bras de Cécile, il s'était pelotonné. Et il avait fait un de ces ronrons. C'est un chat qui ronronnait beaucoup quand on le caressait, beaucoup, mais pas trop longtemps. On pouvait le caresser sur la tête pendant 20 secondes, 30 secondes, au maximum peut-être 1 minute. Au-delà de ça, ça l'énervait, il se retournait, il foutait un coup de griffe. Et il était gêné d'avoir foutu un coup de griffe, mais c'était plus fort que lui. Il devait nous faire comprendre, arrêtez, les caresses c'est bon, mais peu s'en faut. Et maintenant, ça y est, j'en ai ma claque. On est donc revenu à la maison, on avait gardé notre Pompon, on l'avait nourri, laissé la petite chatière ouverte, gardé Stéphane dans la chambre, parce que lui ne sortait pas. D'abord, Stéphane n'avait pas du tout envie de sortir. Et puis Pompon n'était pas revenu. Pourtant, il était resté dans le village à la cour, et... nous nous étions un peu baladés, demandé à Dupont, est-ce que vous avez vu notre gros chat? Est-ce que quelqu'un l'aurait vu? Vous croyez que Jean-Marie ou que au bistrot? Non. Tout le monde nous répondait, on n'a pas vu votre chat. Et on n'a plus jamais revu Pompon. Pompon avait un tout petit peu plus de 10 ans. J'avais demandé à Jean-Marie, lui qui, 4 ans au moins, ou 5 ans avant, était venu me chercher de très bonne heure le matin, il était peut-être 4h30, 5h, pour me dire votre chat est dans ma cour, il bouge les pattes mais il ne peut plus avancer. Et c'était cette fois-là que Pompon, ayant bouffé un rat qui lui-même avait bouffé de la morte au rat, avait manqué lui-même claquer. J'ai vu Jean-Marie, je lui ai dit, je suis embêté parce que depuis au moins 15 jours, nous n'avons pas revu Pompon. Il était à la Bertinière le soir où il y a eu cette petite chute de neige. Et nous l'avons ramené à la maison et depuis, plus de Pompon. Bientôt la neige va venir et je ne sais pas, il n'est jamais resté absent aussi longtemps. Et Jean-Marie, qui m'avait déjà dit la fois où il était venu me chercher, et où nous avions vu tous les deux un Pompon dans un piteux état, il avait des convulsions, et qui m'avait dit, oh, vous savez, un chat comme ça, c'est rustique. M'a dit encore là, oh, mais votre chat, il est rustique. Je lui dis, oui, il est rustique, mais il a 10 ans, il a été opéré 2 fois. C'est comme s'il en avait 15, et je me demande s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Et ma peur, celle de Cécile aussi, et au fond de tous les gens du village, c'était que leur bête ne se fasse bouffer par un renard. Parce que, à l'entrée de l'hiver, le renard fait un peu ses provisions. Il descend, il prend, il enterre. Et il peut prendre les chats. Et j'imaginais quelquefois ce chat se débattant entre les pattes d'un renard. Ça avait quelque chose pour nous tous de difficile à admettre et qui faisait que l'ensemble du village ne détestait pas le renard que parce qu'il volait des poules, mais parce qu'il attaquait même ces animaux domestiques auxquels on est dans les villages très attachés.
Il n'y a donc plus de pompons. Et la neige est arrivée. Je l'ai senti venir une nuit. C'est curieux, je ne crois pas, en tout cas je ne me souviens pas, avoir vu la neige tomber à midi, ou à 2 heures de l'après-midi, ou à 10 heures du matin. La neige, elle tombait le matin de bonne heure. On poussait les volets et elle était là. Et dans la nuit même, on avait été comme réveillé par trop de silence. Si une voiture était passée, on ne l'avait pas entendue, on l'avait sentie. Si des portes avaient été ouvertes, parce que dans une ferme, il y avait eu un problème avec les vaches, les portes se fermaient comme s'il y avait eu tout autour un joint en laine qui aurait atténué les bruits. Et la neige tombait donc le matin de très bonne heure, avant la levée du jour. Ou bien elle tombait le soir ou en fin d'après-midi. Comme si le jour lui était nécessaire pour se charger, se gonfler, se réchauffer légèrement, de manière à ce que dans la nuit, le froid se réélevant, il soit possible pour elle de tomber en flocons. Et je l'ai entendu cette nuit-là tomber. J'ai entendu la neige tomber par le vent qui doucement soufflait et s'infiltrait sous nos fenêtres. J'avais calfeutré tout ce qui pouvait être les fentes des portes, des fenêtres, des petites ouvertures. J'étais convaincu que si je tenais hermétique toutes ces ouvertures, non seulement nous aurions moins froid, mais les dangers de l'extérieur ne pénétreraient pas. Car de façon tout à fait autre que celle que l'on me prêtait, disant que j'étais moins sensible à la nature que certains autres, que me prétend aussi de pouvoir me promener autour du village sans regarder, peut-être même sans apprécier comme les autres appréciaient, comme Cécile appréciait. Cécile pouvait, au printemps ou l'été, quand nous allions encore tout en haut du plateau, là où il y avait la Vierge, et nous surplombions de là toute la vallée, le village, le plateau dans son ensemble, et sur la gauche on pouvait voir et Hauteville, et Chandor, et Brénaud, et les montagnes au-delà de Brénaud. Et par un temps clair, le Mont Blanc sortait de derrière les montagnes de Longe-Combe. Cécile se tenait là, près du précipice, croisait les bras et regardait avec un air exalté, les yeux pétillants et profonds. Elle mangeait, elle recevait, elle renvoyait avec un sourire qui soulevait très légèrement ses pommettes. Et je lui disais quelquefois, je la laissais, je l'observais. Et quand elle revenait de ce qui n'était pas une rêverie, mais qui était un état de jouissance, je lui disais, là tu t'en es foutu plein les yeux, hein. Et elle me disait, tu ne peux pas savoir comme j'aime ça, comme je reçois ça. Et après, sans doute ça doit se répandre, s'épancher en moi de partout. Ça me fait un bien que toi tu ne peux pas comprendre. Et quelquefois j'essayais de l'amener à rectifier un peu cette façon qu'elle avait depuis très longtemps de me voir devant la nature. C'est vrai que je ne me serais pas
ni mis devant le vaste panorama et croisant mes bras, regarder et avaler par le nez, la bouche, les oreilles, les yeux, le corps, les mains, ce qui était et devant et derrière et en dessous et au-dessus de moi. C'était pas ma façon. Ma façon était peut-être moins discrète, peut-être moins gratuite. Car chez Cécile, il y avait quelque chose de généreux à regarder. Je me souviens très bien quand nous allions ou prendre le train à Virieu, ou bien quand nous allions à Belay, qui était une petite ville que nous aimions bien. Et il fallait prendre le plateau dans le sens ouest-est. Il fallait traverser des petites agglomérations, toutes petites, des petits villages de l'importance de Lacou, ou à peine plus importants que Lacou. Et à un moment, puisque c'était un plateau, c'est qu'il y avait, de toute façon, quelle que soit l'extrémité, il y avait une descente, il y avait un ravin, il y avait dans le fond une vallée. Ayant dépassé Tézieux, Mérieux, etc., nous arrivions à la descente de Virieu. Et juste avant d'aborder la descente de Virieu, il y avait sur une centaine de mètres de long un dégagement brusque. On quittait le plateau, on ne savait pas qu'on était sur un plateau. Enfin, ceux qui étaient là avaient pu oublier d'être montés sur un plateau. Et brusquement, il y avait une légère inclinaison du terrain. Il y avait les arbres au bord de la route qui devenaient plus clairsemés, quelques rochers déjà là, de l'eau qui coulait. On sentait que l'on allait descendre bientôt. À cet endroit-là, très précis, c'était le seul endroit d'où l'on pouvait voir aussi loin. Il y avait un enchevêtrement et en même temps un empilement des montagnes, pas des collines, des montagnes extrêmement hautes. C'était la direction d'Aix. On voyait largement, clairement le Mont Blanc. Et ces montagnes très hautes qui étaient au pied du Mont Blanc, qui venaient mourir jusqu'à Yenne. Je regardais, je savais que j'allais retrouver ça. Cécile, elle attendait avec une certaine exaltation. Va doucement, disait-elle. On approche. Et je ralentissais. Elle, je crois qu'elle allait au-devant de la voiture. Elle volait les yeux grands ouverts, lentement, plus lentement que la voiture. Et elle se nourrissait de toutes ces bosses, de toutes ces couleurs, de cette lumière, car souvent il y avait, en dehors des moments de pluie, des couleurs et une lumière que nulle part ailleurs on ne pouvait trouver. Peut-être la présence du Mont Blanc dans le fond qui reflétait tout. Il y avait des montagnes qui devenaient bleues, d'autres qui devenaient d'un mauve rose sale, d'autres qui restaient très vertes, certaines qui étaient grises. Les brunes étaient les plus proches. Il y avait comme des couches, comme si l'air était distribué par des rideaux qui auraient petit à petit créé, d'une part, la perspective, mais aussi tous les tons possibles de cet espace marqué par ce qu'il y avait sur le sol et ce qu'il y avait au-dessus de lui, dans l'espace et dans l'air. Et je regardais, mais je regardais sans pouvoir parler. Je regardais sans pouvoir revenir sur cette descente que nous venions de faire. Et ayant fait ce que nous voulions à Belay, remontant sur le plateau et revenant à Lacou, je savais que Cécile, peut-être en reparlerait immédiatement,
peut-être laisserait passer quelques jours et, comme une remontée des images et des eaux, se promettrait un jour de fixer ça d'une certaine façon. Et moi, je disais oui, c'est vrai, c'était beau. Oui, j'ai vu que... Puis je m'arrêtais. Et je sais que c'était à la base de ce que croyait Cécile et les quelques amis que nous avions. Certains disant il est insensible à... et d'autres, comme Cécile, il est moins sensible que moi. Et je ne pense pas qu'il y ait là une question de moins sensible. Il y a que notre nourriture, nous la prenions autrement. Et pourtant dans le même réservoir. Elle pouvait regarder le sol déraciner ses herbes, trouver de petites bêtes, de petits insectes, des vers, et vouloir les protéger parce que pour elle, tout est la vie. Même les pierres sont porteuses de vie. Et moi, s'il m'advenait de retourner de la terre et de trouver d'autres petits insectes, d'autres vers, de mettre mes mains et de la toucher, peut-être que c'était mêlé à de la mort, mais je ne pouvais pas me parler. J'avais comme elle le désir de ne pas écraser ce que j'avais trouvé, mais c'était comme si, ayant été aveugle, je voyais, mais surpris et ébloui de ce que je voyais, je ne pouvais pas me l'approprier, ou bien, ayant été voyant, brusquement de toucher la terre, de découvrir l'insecte, ça me rendait aveugle. Et c'était par le toucher, comme c'est par le toucher qu'un dessin se fait, que je m'appropriais pas, mais que je faisais passer en moi ça. Je sais que je montais quelquefois seul là-haut sur la montagne et que je marchais plus la tête tournée vers le sol que regardant droit devant moi ou en l'air. Et que redescendant à la maison, Cécile me demandait tu as fait une bonne promenade, ça allait? Et je disais oui, j'ai fait une bonne promenade, me demandant même ce que j'avais vu et ayant du mal à lui dire quelle était la direction que j'avais prise. Et par contre, si j'avais croisé quelqu'un, je disais j'ai croisé la femme de un tel ou de un tel. Mais j'aurais peut-être été incapable de dire j'ai vu un tronc d'arbre, je l'ai regardé très longtemps, et pourtant j'avais vu un tronc d'arbre, et je l'avais regardé très longtemps. Je m'étais assis quand il faisait beau, face à l'arbre. J'avais sorti une cigarette. Et je l'avais regardé, lui, comme sans doute Cécile regardait le fond de la vallée de Virieu-le-Grand. Et là-bas, au loin, moi, peut-être, je regardais auprès. Je regardais les craquelures, les écorces des arbres, des sapins. M'avaient entièrement requis pendant des mois et même des années. Je découvrais cet arbre-là, dont on disait, dont mon père disait, c'est l'arbre avec le peuplier le plus mauvais à travailler et qui résiste le moins longtemps. C'est vraiment pas un beau bois, c'est un bois pour faire des allumettes. Alors je m'étais fait une idée tout à fait personnelle de ce qu'est le sapin. Bon, le petit sapin qu'on connaissait, un peu pointu, avec les guirlandes au moment des fêtes. Mais sinon, d'un arbre médiocre, presque nul. Et quand nous étions venus sur le plateau, des années auparavant, et que j'avais découvert les forêts de sapins,
ces fûts qui s'élevaient tout droit, sans branches sur une vingtaine de mètres, tellement ils étaient serrés que la toison de tous les arbres faisait comme une cuirasse et créait la forêt et faisait que les sapins grandissaient. C'est pour ça qu'ils grandissaient. Il m'avait fait découvrir l'écorce du sapin, les épines, les pommes, tout ça. J'avais vu, ça ne m'avait pas retenu. Mais les écorces de sapin, les écorces que l'on brûlait, qui faisaient un feu flambant merveilleux, ardent, des flambées pour faire des crêpes, qui saisissaient tout ce qu'on mettait dessus. L'huile bouillait en très peu de temps, mais si on ne chargeait pas le feu, tout redescendrait aussi en très peu de temps. Ces écorces, quelquefois argentées, brunes, ocre dedans, des fragments de mousse, de lichen qui restaient accrochés. Jamais je ne me suis dit c'est du dessin, mais je sais qu'elles sont ressorties dans mes dessins. Je sais que à l'intérieur, la partie de l'écorce qui touche le tronc, là où il y a du sang, une gluance, de la sève, il y a de petites aspérités, des petits trous et des petits crochets. C'est le petit système que l'écorce a pour rester accrochée au tronc. Et elle se décroche et décolle très facilement quand elle est très fraîche ou quand elle est très sèche. Il vaut mieux la décoller quand elle est très fraîche parce qu'elle va sécher rapidement, libérer le tronc, ne pas conserver les petits insectes qui sont en dessous. Et dans les immenses tas que l'on pouvait trouver dans les scieries, dont eux ne faisaient pas grand-chose, ils laissaient ceux qui voulaient venir les chercher. Et souvent, j'ai brûlé, et Cécile a brûlé de l'écorce de sapin. Et j'ai sauvé du feu, et elle aussi d'ailleurs, des morceaux d'écorce. Des morceaux quelquefois très grands, car quand c'était retiré au moment de la coupe, on pouvait retirer des écorces qui avaient jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de long, et en largeur faisant un demi-cylindre. Les tenir, elles étaient très odorantes, et les tenir droites dans l'atelier pendant très longtemps. Et elles, les écorces, mais toutes ces choses, des branches, des troncs qui pourrissaient, des racines que je ramassais et qu'ensuite je brûlais, j'avais trop de racines, faisait que j'étais gêné qu'on me prête de ne pas aimer la nature, car de ce qui était à portée de main et que d'autres saisissaient, je n'en saisissais que peu. De ce qui était au loin et que je les voyais admirer et dire leur admiration, j'en prenais sans doute beaucoup, mais pas pour le garder, pour sans doute le faire ressortir. C'était ma façon de vivre en sortant peu, en accumulant peut-être beaucoup, et tant que j'avais mes réserves, je ne remettais pas les pieds dehors. J'aimais à la coup me lever, ne pas ouvrir les volets tout de suite, descendre, aller dans la pièce d'entrée, me mettre à la porte, ne pas l'ouvrir et écouter. Écouter ce qui se passait dehors. De cette porte-là, très abîmée, passait beaucoup de vent et d'air. Le travail que j'avais effectué dans toute la maison, je ne l'avais pas terminé pour la pièce d'entrée, qui avait 2 portes, 3 portes.
une porte qui allait sur l'extérieur, sur le chemin, une qui communiquait avec la grange, qui était glaciale, et une autre qui faisait communiquer avec le restant de la maison, plus naturellement une fenêtre. Cette pièce était très, très fraîche. J'aimais rester derrière la porte, j'entendais Cécile juste au-dessus, la chambre était au-dessus de la pièce d'entrée. J'entendais Cécile se lever, je tendais l'oreille, j'entendais et je sentais le vent. Je savais que c'était le vent du nord ou le vent du sud. Je tentais de deviner qu'est-ce qu'il y avait, neige ou pluie. Et je l'attirais. Ma surprise était toujours totale. J'étais comme émerveillé quand au mois de novembre ou au mois de décembre, brusquement l'attirant cette porte, je découvrais toute la partie de la petite côte qui arrivait à la place, blanche, les toits blancs, les poteaux télégraphiques d'un côté recouverts de neige. La neige restait accrochée, c'est-à-dire qu'elle était humide et que le froid essayait de la saisir en même temps. Tout en 24 heures, et même pas 24 heures, venait de se métamorphoser. J'étais heureux à l'idée d'avoir à la pelleter. J'étais heureux de ce changement. J'étais poussé vers mon atelier. Je refermais la porte, je courais vers Cécile et je lui disais « Ça y est, elle est là !» J'ouvrais les volets. On regardait tous les deux dehors dans le jardin. On regardait vers la fromagerie, on regardait vers Dupont, on regardait vers le Trou, vers Longe-Combe, vers le ravin. C'était fait. Elle était là. Comme le grand visiteur attendu pendant des mois, qu'on allait ensuite lentement redouter et dont on allait souhaiter le départ bien avant la date prévue, et qui faisait que Cécile, quelquefois, se lamentait. « Les hivers ici sont trop longs », disait-elle. Avec hâte, elle et moi, nous prenions notre petit déjeuner. Cécile coupait la viande pour Stéphane. Lui se mettait sur le bord de la fenêtre, c'est là qu'il aimait manger, et regardait de temps en temps dehors tout ce qui était blanc. Ses bons gros yeux jaunes et verts étaient comme éberlués. Il avait quelque chose de naïf, Stéphane, dans le regard. Il était toujours surpris. Si on le grondait, c'était « Mais pourquoi est-ce qu'on me gronde ?» Si on le caressait, « Et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me caresse ?» Tout lui était dû, mais tout était question. Ah, c'est drôle, ils m'ont donné de la viande. Enfin, je lui prêtais d'être comme ça. Et Stéphane mangeait, buvait son petit lait. Je filais le premier pour faire un brin de toilette et au bon moment de la cour, c'était la période où je montais dans l'atelier, où je me mettais à ma table, où petit à petit le toit, et dans le toit cette grande tôle translucide se recouvrait de neige et faisait que la lumière était tout à fait différente, que par la petite fenêtre que j'avais fait trouer, je pouvais la voir tomber presque indéfiniment. Je pouvais voir les paysans porter le lait à la fromagerie, mais je ne pouvais plus les entendre. Ils faisaient des mouvements avec les bras, ils devaient se parler, mais la voix ne pouvait plus nous atteindre, et les seaux même qu'ils entrechoquaient, ou après avoir vidé le lait, ils donnaient un coup d'eau dedans et le jetaient sur le dehors, et commençaient à parler avec l'un ou avec l'autre. Je voyais le seau tomber dans la neige, mais ne pas faire de bruit. Je voyais brusquement comme un éclair, ces seaux étaient en fer, ou oui, sans doute, en fer galvanisé.
prenait un morceau de lumière, le renvoyait dans ma direction ou dans une autre direction, mais moi je le voyais brusquement scintiller, trembler, tac, tomber dans la neige, et pas de bruit. Dupont disait bonjour à Griot. Je voyais les têtes bouger, les mains se rejoindre. Il n'y avait rien. Or, ils avaient tous la voix un peu forte, un peu haute. Ils avaient besoin de faire savoir qu'ils étaient là aux autres, pour que les autres tournent la tête, reconnaissant la voix de Dupont. Tourne la tête pour ne pas lui dire bonjour, ou tourne la tête pour lui dire bonjour. Il n'y avait plus tout ça. On était dans un film muet. Il y avait, après la chute des neiges, qui durait, la première durait bien une huitaine de jours, la vraie chute de neige. Elle en mettait un coup et il y avait ses 50 centimètres. Ensuite, il y avait un moment d'arrêt qui pouvait durer encore 15 jours, 20 jours, et puis retombait à nouveau la deuxième. Il en fallait 3, disait-on. Tant qu'on n'a pas eu les trois chutes généreuses, on n'avait pas le compte. Il fallait que ça atteigne 1 mètre. C'était nécessaire. Quand il y avait une accalmie, 1 jour, 2 jours passaient, quelquefois le ciel s'éclairait, le soleil apparaissait un peu, le froid venait. On avait ces réunions de corbeaux qui survolaient le village et allaient se nicher dans les trous de la falaise qui courait en dessous du haut plateau, là où se trouvait la Vierge et là où Cécile aimait bien se placer pour regarder. Eh bien, quand il y avait un grand froid et beaucoup de neige, les corbeaux, avec leurs cris, mais ils étaient des centaines, peut-être même 1 millier de corbeaux, ils venaient se réunir à la coue et nicher dans les trous des falaises. Quand il faisait extrêmement froid, le cri de ces milliers de corbeaux s'entendait dans le village comme si l'on avait broyé du métal, et en même temps agité, comme si le métal lui-même s'était recroquevillé à mesure qu'on le hachait. Ce n'était plus un cri de corbeau, c'était tout à fait différent, c'était strident. Strident, et ça passait les vitres, ça passait les volets, on les entendait même quand on était bouclé. Mais quand le temps n'était pas glacé, quand la neige était là, ils volaient, ils criaient. Il n'y avait pas de raison pour qu'ils aient changé leur cri et que l'intensité du cri soit devenue plus feutrée. On les entendait, mais non seulement à peine, mais c'était un râle. Au lieu d'avoir un hi, 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 comme ça, il y avait un qui balayait, volait, s'élevait, redescendait, comme si c'était ce cri-là qui lentement faisait se mouvoir leurs ailes. J'étais très marqué, toujours très attiré par ça. Et quelquefois, je montais dans la montagne, si la chute de neige n'était pas très grande, enfin très haute, je me bottais, et même avec Cécile, quelquefois, nous montions tous les deux, là où nous savions que les corbeaux étaient. Dans la journée, ils n'étaient pas à la coue, ils allaient travailler ailleurs. Mais tous les matins, ils s'éveillaient, survolaient le village pendant une bonne demi-heure et ensuite se répartissaient en groupes et en tribus et chacun partait dans sa direction pour retrouver je ne sais trop quel chantier. Et le soir, vers 4 heures, au moment où le jour déclinait, on voyait les tribus revenir, les premières attendant les secondes, qui ensemble attendaient les troisièmes et qui, petit à petit, recréaient toute la troupe, qui continuellement survolait le village, descendait un peu plus bas, remontait, criait, appelait les autres. En fait, ils appelaient les autres. Il leur disait nous sommes là, nous sommes prêts, venez. Et puis
et quand c'était le moment du départ, c'était nous sommes tous là, tout le monde est réveillé, c'était un appel. Et vraisemblablement, le moment venait où quelques-uns poussaient un immense cri, plus grand que tous les autres, et c'était sans doute le moment de la séparation. Il y avait donc les cris de la séparation et les cris de la réunion. Nous montions avec Cécile et nous attendions ce moment tout à fait propice pour la réunion étant faite, voir les corbeaux passer au-dessus de nous et filer vers les rochers. Nous n'avons jamais pu les voir, on ne les voyait que s'approcher des rochers, volter.